On se tue à dire depuis très longtemps que n'est pas Toriyama qui veut, et que Toyotaro est encore loin du génie d'Akira. Mais s'il n'atteint pas le niveau de son prédécesseur, il vient cependant avec ce dernier chapitre d'atteindre un niveau de perfection jamais vu auparavant pour moi dans DBS. En effet, Toyotaro a réussi à contourner un des obstacles majeurs de la série, qui est le manque d'émotion, le manque de peur, le manque d'angoisse. Entre Whis qui peut remonter le temps, Zeno qui peut débarquer à tout moment, les guerriers Z qui ont des pouvoirs tout simplement à la hauteur des dieux, je me demandais depuis la fin du tournoi du pouvoir, mais comment Toyotaro peut-il réussir à me faire ressentir quoi que ce soit face à Dragon Ball? Cependant, sans forcément avoir de grands moments de tension, on a pu tout au long du chapitre contempler le génie de Toyotaro, que ce soit graphiquement ou scénaristiquement, et je trouve qu'il nous a pondu là son chapitre le plus réfléchi et le plus cohérent depuis l'arc Black, et peut-être même depuis le début de la série. Bon, le chapitre n'est pas pour autant parfait, on en reparlera durant cette analyse du chapitre 49 de Dragon Ball Super. Juste après, une petite remise en contexte. Dans l'épisode précédent, alors que nous connaissions les deux vœux de Moro, le terrible vilain fit un troisième vœu que seul Porunga et Toyotaro en personne peuvent savoir. Suite à quoi, Moro absorba l'énergie des habitants du nouveau Namek, devenant encore plus supérieur aux héros de notre histoire. Le pouvoir de nos héros est-il aussi en danger? Et quel est ce troisième vœu? Vous le saurez dans ce nouvel épisode de Dragon Ball Super, analyse sur la chaîne de Nathan. Ouais, c'est pas ouf comme prologue. Pour ne pas se faire absorber à leur tour, Jaco, Merus et Eska se voient obligés de battre en retraite. On apprend d'ailleurs, à ce moment-là, que le pouvoir de Dragon Ball n'est pas encore mort, étant donné qu'Eska s'est vite assigné les pouvoirs du désormais défunt grand chef Namek, Muri. Et c'est là qu'on arrive à un point du manga important selon moi, qui montre comme Toyotaro cherche à donner du sens à toute l'histoire. Toriyama n'a jamais été Tolkien comme j'ai dit auparavant, et il nous l'a prouvé tant de fois. Le fait qu'un fan comme Toyotaro apporte son point de vue à l'histoire me semble de plus en plus bénéfique, surtout si ce dernier continue d'améliorer son trait de crayon. Non pas forcément en tant que créateur, mais vraiment en tant qu'imitateur de Toriyama. Bref, si je dis ça, c'est parce qu'il y avait une incohérence qui avait en commun plusieurs combats de Dragon Ball, que ce soit le combat de Bardock et Freezer, celui de Beerus et Goku, et c'était que ces derniers avaient lieu dans l'espace. Alors que, on nous avait toujours dit dans la Freezer que si Namek explosait, Goku ne survivrait pas dans l'espace, contrairement à Freezer d'ailleurs. C'est donc ici justifié par Vegeta, qui rappelle Son Goku à l'ordre alors qu'il allait se lancer sur Moro, et qu'il met en garde, disons que les Saiyans ne peuvent survivre dans l'espace extérieur, impliquant de ce fait que tous les combats que l'on a vus dans l'espace jusqu'à maintenant avaient lieu dans l'atmosphère en quelque sorte des planètes desquelles ils venaient. Bon, c'est à moitié cohérent, mais bien joué l'ami. Cela n'empêche pas pour autant le Daikai Yoshin d'attaquer, lui qui ne se voit pas altéré par le manque d'oxygène, ou que sais-je qui pourrait tuer les Saiyans dans l'espace. Enfin, attaquer, c'est un bien grand mot étant donné que ce dernier est incapable de réaliser son Kaikai Matoru, et ne peut donc pas sceller Moro. Ce qui se verra immédiatement justifié par Merus, expliquant que lors de la séparation du gros Buu en deux entités, c'est la partie maléfique de Buu qui a gardé le ki divin du Kaioshin, avant de se voir détruite par le Genki Dama de Goku. Oui bon, c'est un peu compliqué comme explication, ça a l'air un peu tiré par les cheveux, mais tout ça est vraiment dans une page où la patte du fan Toyotaro surgit à nouveau, avec ce petit schéma qui fait plus penser à un fan-made ou à une vidéo YouTube qu'à un véritable manga. Suite à ça, Moro nous sort une toute nouvelle capacité lui permettant de lire dans les souvenirs de son adversaire. Pas forcément très intéressant, mais c'est pas sans rappeler la technique qu'avait Kaioshin à son apparition dans DBZ de lire les pensées. Et si je devais mettre en avant un seul défaut, c'est ce manque de peur à nouveau dont j'avais parlé, qui même si ici est moins présent que dans d'autres parties du manga, alors que Goku et Vegeta semblent apeurés de vagabonder dans l'espace après une destruction qui semble de plus en plus inévitable du vaisseau, il manque selon moi une certaine touche de sérieux dans la plume de Toyotaro, qui va en plus régler le problème en très peu de temps avec la brillante intervention de Merus, mais si au moins on avait eu des traits de crayon vraiment qui nous montraient un Goku sérieux, comme avant en fait, ça aurait peut-être sûrement rajouté beaucoup plus d'impact à la scène. Bref, sachant que Goku et Vegeta en Super Saiyan Blue Full Power pourraient one-shot Moro, le patrouilleur galactique élabore donc un plan ayant pour but de ramener leur rival sur la planète. Émulant Astro Boy, il se lance tête baissée sur Moro et fait preuve d'une grande intelligence au combat aux côtés du Daikai Yoshin. Vraiment ce personnage il me surprend à chaque fois, au début je pensais que ça allait être un Jaco bis et pas du tout, en fait il est vraiment surpuissant. Car en ratant volontairement tous ses tirs, Merus créera une brèche qu'il exploitera à la seconde, laissant ainsi place au Kaikai du grand Kaioshin, qui conclura un très bel enchaînement de scènes. Des fois justement un truc qui est trop bien dessiné, ça me fait peur de me dire comment ça va être en animé. Et on en arrive donc ainsi au cliffhanger du chapitre, qui vient au moment où tout semblait être résolu et que Moro nous reparle son fameux troisième vœu.
qui restera un mystère jusqu'au mois prochain. J'espère sur ce que cette vidéo vous aura plu et ne peut que vous inviter à me faire part de vos théories à propos du vœu de Moro dans les commentaires. Personnellement, j'aurais été d'avis qu'il aurait en quelque sorte bloqué les transformations de Goku et Vegeta, mais vu que ce n'est pas le cas, qu'on les a déjà vus se transformer, je sèche. Peut-être tout simplement qu'il a fait lier sa vie à celle de Goku et Vegeta ou à celle de l'univers entier. À voir.